Donc, merci de venir à cet atelier, d'être ponctuel. Donc, on va commencer à l'heure. On a 1h15 pour parler de l'électrification des procédés, quelles opportunités, quels bénéfices. Je pense que vous avez tous écouté attentivement les messages d'introduction qui ont été faits dans la plénière précédente. Donc, je ne vais pas me répéter, tous les sujets ont été posés. Lorsqu'on a travaillé ensemble sur la préparation de cet atelier, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui est important de dire en introduction sur les objectifs de l'atelier. Ils ont été clairement posés tout à l'heure. Donc, je vais reprendre une petite slide d'introduction, mais ça va être très rapide. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Pour traiter de cette question, donc, participe à cet atelier Lucille Payette, qui est coordinatrice de projet collectif Alliance Alice. Bonjour Lucille, merci. Est-ce que tu peux dire en une phrase ce que fait l'Alliance Alice ? Alors, l'Alliance Alice, en une phrase, veut rassembler l'ensemble des industriels autour de la question de la décarbonation de l'industrie. Merci. Tu auras l'occasion de présenter plus en détail tout à l'heure. Monsieur Forestier, vous êtes aussi de cette forge. En une phrase, est-ce que vous pouvez nous aider à positionner cette forge ? Oui, cette forge est un forgeron majeur en France, avec 10 sociétés situées en France. Et forcément, on réfléchit à l'électrification. Merci. On aura l'occasion d'entendre parler de vos projets plus en détail tout à l'heure. Nicolas Tolius, de Ugitech, technicien en management de l'énergie. Oui, bonjour. Donc Ugitech, on est une aciérie implantée dont le siège social est à Ugine et 10 sites en Europe. Voilà, on produit 235 000 tonnes d'acier par an. Merci Nicolas. Jean-Pierre Clérec, vous êtes directeur de BU Europe pour Energypool. Oui. Energypool en une phrase, s'il vous plaît. Donc Energypool, c'est une entreprise qui valorise la flexibilité de consommation des industriels et qui les aide un peu plus loin dans de nouvelles offres pour franchir cette étape de décarbonation notamment. Merci à vous quatre. En ce qui me concerne, moi je suis responsable innovation pour le pôle Tenerdis. Tenerdis, c'est un pôle de compétitivité sur la transition énergétique en région Auvergne-Rhône-Alpes. On anime un réseau d'acteurs de développement économique par l'innovation. Notre but, c'est de donner suite à ce type d'atelier pour justement convertir ça en offres, en solutions, en projets innovants et travailler avec nos réseaux pour le déploiement de ces réseaux. Donc voilà vite fait pour Tenerdis. On aura l'occasion de revenir dans d'autres contextes sur les enjeux de ce sujet qu'on traitera au sein du pôle. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir vers moi. Donc, vous avez de la chance, vous pouvez enlever vos masques. Merci. Donc, comme ça a été rappelé tout à l'heure, un des leviers pour décarboner l'industrie, c'est l'électrification des procédés. Actuellement, l'électricité représente moins de 30% de la consommation énergétique et aussi des émissions de gaz à effet de serre. Et l'objectif, notamment dans le paquet Fit to 55 de l'Europe, c'est de réduire ces émissions. Donc, un des leviers importants, c'est justement de changer les process de production pour passer à l'électrification. Il y a déjà des projets qui existent, on va les voir, et le but, c'est justement d'accélérer cette position et pour reprendre les termes qui ont été vus en conclusion tout à l'heure, informer, se renseigner, se faire accompagner. C'est vraiment le but de cet atelier, montrer qu'il y a des projets qui existent pour voir vers qui se retourner après pour aller se faire accompagner et vous donner des pistes sur les financements parce qu'effectivement, il y a des financements qui sont accessibles pour accompagner ces projets d'électrification. Après, il faut savoir les mesurer. Tout est mis en œuvre pour que ça aille le plus vite possible parce qu'on est encore sur des domaines émergents. Mais vu l'effet de levier qu'il peut y avoir, on considère que c'est un axe qu'on peut traiter en priorité. Donc justement, comme l'Alliance Alice a bien perçu la pertinence du sujet, vous avez creusé la question un peu plus loin pour savoir quels étaient les potentiels et quels étaient les acteurs à adresser en priorité pour aller sur ces sujets-là. Donc une étude a été réalisée. Est-ce que on va pouvoir en savoir plus sur cette étude ? Oui, je vais
Je vais en dire quelques mots simplement pour remettre un petit peu le contexte d'Alice. Nos objectifs, c'est réellement d'accélérer la mise en œuvre de la décarbonation de l'industrie par l'innovation. Donc avec vraiment cet objectif de faire émerger des projets. Et pour ça, dans nos activités, on a toute une partie de travaux collectifs qu'on apporte à nos adhérents sur des sujets qu'ils souhaitent investiguer. Et pour lesquels, donc, qui est une base d'information, une base de connaissances sur laquelle on va pouvoir faire émerger du projet collaboratif. Puis après, on a toute une partie, bien sûr, animation, et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on est dans ce type d'événement pour essayer de valoriser un petit peu les résultats des études qui ont pu être menées. Donc, on travaille sur l'ensemble des sujets de la décarbonation, bien sûr, et donc la question de l'électrification et notamment du potentiel d'électrification des procédés industriels s'est posée à nos adhérents. Et donc pour ça, on a mené une étude rapidement qui a été menée en 2 parties. Sur donc une première partie technico-économique qui a été mise en œuvre par le CETIAT, le Centre technique des industries aéroliques et thermiques, et le CETIM pour les industries mécaniques, qui fait une étude réellement technico-économique assez précise du potentiel d'électrification des procédés. Et puis une deuxième partie, donc sur cette base technique, qui essaye d'évaluer finalement un marché pour ce potentiel d'électrification, et qui a été menée par Enea Consulting. Donc, pour la première partie, pour vous transmettre un peu les éléments, l'idée, ça a été de sélectionner 5 procédés, 5 opérations unitaires qui sont présentes dans différents secteurs industriels, qui sont assez transversaux et qui vont pouvoir être investigués assez en détail finalement, essayer de voir quelles sont les alternatives électriques sur ces procédés et les comparer en termes d'émissions de CO2, de CAPEX, d'OPEX, et de voir les opportunités justement qu'on peut avoir pour certains de ces opérations. Et donc dans les résultats qu'on a pu trouver directement, voilà, on voit que pour certaines opportunités, notamment sur des opérations, donc des technologies comme le chauffage résistif, la compression mécanique de vapeur, les énergies radiantes et puis les pompes à chaleur, il y a des opportunités qui sont présentes, notamment voilà pour la pasteurisation, l'évapoconcentration, pour des opérations unitaires plutôt à basse température, sur lesquelles ces technologies sont matures. Il y a un intérêt en termes de gain de CO2, et puis il y a un intérêt économique, même par rapport au coût des énergies. Donc sur cette base qui a été étudiée assez en profondeur et avec des études de cas, notamment dans certains secteurs agroalimentaire, métallurgie, peinture, traitement de surface, etc., a été basée donc la deuxième partie de l'étude. Pour essayer d'identifier finalement ces opérations unitaires qui sont présentes dans différents secteurs, et justement sur ces résultats pour lesquels donc pour certaines technologies électriques il y a de vraies opportunités et donc un potentiel de déploiement assez important, comment est-ce qu'on peut évaluer leur implantation et donc le potentiel d'électrification de l'industrie. Donc ça a été basé sur différents scénarios en termes de prix de l'énergie, etc. Donc avec un scénario vert assez favorable, on va dire, à l'électrification, un scénario bleu médian et puis un scénario marron beaucoup moins favorable, pour lequel donc on a pu avoir les résultats suivants. Vas-y. Ouais. Donc on a finalement sur l'ensemble des procédés thermiques un potentiel de 69 TWh d'électrification des procédés. Donc ça représente environ 30% de la consommation des procédés thermiques non électriques, et donc sur lequel il y a un enjeu et en tout cas un fort potentiel d'électrification. Ce sera possible. Et même en fonction des différents scénarios qui peuvent être très favorables à l'électrification, uniquement avec des financements supplémentaires, et notamment pour des secteurs clés de la sidérurgie, des minéraux non métalliques, l'agroalimentaire et papier et impression, pour lesquels on va avoir besoin de financements publics pour soutenir la mise en place de ces technologies. Et je pense qu'on peut passer sur les conclusions majeures de l'étude. C'était que l'électrification, c'est une voie crédible pour la décarbonation de l'industrie. Il y a des technologies qui existent.
et qui en plus présente des opportunités, même en termes de coût de l'énergie. Il y a tout de même des choses ensuite à investiguer plutôt pour les opérations unitaires à haute température, où là les technologies électriques sont moins rentables, ou en tout cas moins applicables, et pour lesquelles du coup pour décarboner il va falloir plutôt passer par les gaz verts. Et puis bien sûr il y a un besoin de mécanismes de soutien si on veut pouvoir faire en sorte d'atteindre pleinement ce potentiel d'électrification. Et puis donc en termes d'actualité, il y a une synthèse publique de cette étude qui sera disponible d'ici la fin de l'année, avec les résultats principaux sur justement ce potentiel d'électrification qui a pu être évalué. Merci pour cette présentation très synthétique de l'étude qui donne envie d'en savoir plus. Donc, je vais vous laisser la parole quelques minutes avant qu'on passe à des exemples de projets. Le temps que vous réfléchissiez à vos questions, moi j'en ai déjà une sur la voie de la diffusion de cette étude disponible à la fin de l'année. Comment est-ce qu'on peut se procurer cette synthèse ? Alors, ce sera disponible sur notre site internet, où en fait j'ai présenté, on va dire, nos travaux très très rapidement, mais on a investigué beaucoup de sujets sur l'efficacité énergétique, également justement l'introduction des gaz décarbonés dans l'industrie, et toutes sortes de sujets autour de la décarbonation qui sont disponibles sur notre site internet. Bien sûr, les rapports complets sont uniquement disponibles pour nos adhérents, mais il y a un résumé exécutif de chacune des études avec les résultats principaux. Pour en particulier l'étude sur l'électrification, ce sera une synthèse qui sera quand même plus longue, disponible pour le public, parce qu'il y avait des enjeux aussi, un soutien de l'ADEME assez important qui a été apporté sur cette étude, parce que justement il y a ce besoin d'électrifier les procédés pour décarboner, notamment en France justement, où on a la chance d'avoir cette électricité décarbonée. Et donc, cet enjeu de diffuser cette information, de mettre en avant le fait que des technologies sont matures, des technologies électriques existent, ont un fort potentiel, et qu'il faut du coup pouvoir sensibiliser les industriels à passer sur ce type de technologie quand c'est pertinent. Avec toujours bien sûr dans l'idée que si on arrive à pointer sur cette étude justement des cas pour lesquels ça peut présenter une vraie opportunité, il y a une étude poussée à avoir derrière pour essayer de voir justement l'adaptabilité de ces technologies aux procédés précis. Merci. Avant de passer à la suite, je me retourne vers vous. On est en mode atelier, on est dans une salle à taille humaine, donc n'hésitez pas à lever la main, à vous présenter et à poser votre question. On peut prendre 5 minutes pour ça. Monsieur Cousin, Société Gerflor, je vous pose une question naïve. Donc l'électricité pour contribuer à la décarbonation, c'est le sujet, et vous avez parlé d'améliorer l'efficacité énergétique. Donc c'est évident pour moi. Par contre, si l'électricité ne joue pas sur ce levier pour être une opportunité d'augmenter l'efficacité énergétique, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faut tenir compte que ce paramètre-là? En gros, moi j'ai tendance à dire, si on augmente pas notre efficacité énergétique, ça n'a pas d'intérêt d'aller à l'électricité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien sûr. Alors c'est vrai que je suis pas revenue un peu sur l'ensemble des leviers de la décarbonation, mais le premier pas, le premier point, avant même de pouvoir changer son mix, etc., c'est de passer par l'efficacité énergétique. C'est un peu, la première phase dans la démarche, essayer de rationaliser sa consommation, d'optimiser sa consommation, et pas simplement de faire de la substitution parce que ça n'a pas de sens. On est bien d'accord. Donc il y a ce besoin de passer déjà par une optimisation de son procédé à l'échelle des opérations unitaires, à l'échelle du site industriel, voire même à l'échelle du territoire. Donc il y a beaucoup de leviers à mettre en place déjà sur cette échelle de l'efficacité énergétique. Après, pour aller plus loin sur sa feuille de route, l'électrification peut être une opportunité, comme l'intégration d'énergie et comme l'intégration de gaz décarboné ou de chaleur fatale dans son mix. Puis après, dernier
dernier levier sur lequel on peut pas passer à côté si on veut décarboner complètement, ça va être captage et utilisation du CO2, qui va être un peu le dernier pas. En tout cas, donc c'est bien. Et bien sûr, justement, l'efficacité énergétique est intéressant. Il y a parmi les cas d'études qui ont été investigués, notamment sur des fours haute température, un résultat qui était assez intéressant parce qu'en fait, finalement, donc en comparant des technologies électriques, des technologies classiques à gaz, donc sur des technologies fossiles, et puis en comparant aussi avec une solution simplement d'efficacité énergétique, donc d'optimisation énergétique finalement du four, la solution la plus rentable, c'était l'efficacité énergétique. Et puis aussi avec le plus de pouvoir finalement décarbonant. Donc il y a vraiment cet enjeu d'efficacité énergétique et je suis parfaitement d'accord avec vos propos. Merci. Question suivante. Pierre Pitot, il est partenaire adhérent depuis 3 jours de Alice. Merci Alice. N'hésitez pas à rapprocher le micro pour que tout le monde vous entende. Ok, donc vous parliez d'électrification, vous parliez de ce que peut apporter l'électrification. Nous, on travaille avec un système de chauffage particulier qui s'appelle le chauffage par induction. Je dirais on est un petit peu aux deux extrémités d'un côté sur la basse température, de l'autre côté sur la haute température. C'est pour ça que je regarde du côté de la forge. Ce sont des moyens d'électricité qui permettent de chauffer différemment. Donc typiquement, quand on va faire de l'efficacité énergétique, quand on va aller chauffer un rouleau, on va pas aller chauffer tout de suite qui est à l'intérieur d'un rouleau. On va aller chauffer que la surface. Donc on va avoir des systèmes complètement dynamiques. Quand on va vouloir arrêter de chauffer, on arrête la consommation énergétique. Quand on parle de four haute température, un four haute température qui est remplacé par de l'induction, typiquement là, pour une forge, c'est je mets la barre elle chauffe. Il n'y a plus besoin de chauffer la barre. Il y a une consommation qui est nulle. Alors, si on regarde typiquement pour la forge, on a un rendement qui est pas bon, 50% de perte à peu près. De l'autre côté, il y a plus de puissance talon. Alors, si je prends un four normal, le four normal, il faut le mettre en marche. Je sais pas, il faut combien, un certain temps de préchauffe. Les gars, ils vont prendre une pause. Si c'est un four qui est manuel, il faut qu'on continue à fonctionner, etc. Voilà, c'était juste. Très bien. Oui, c'est vrai. Pour compléter et revenir vers ces opportunités apportées par ces technologies, il y a aussi justement cet apport de la flexibilité, parfois justement aussi d'efficacité énergétique, parce que ça va être en termes de temps de fonctionnement, etc. Il y a des technologies électriques qui apportent justement des opportunités supplémentaires et qui ont d'autres arguments de vente. Il y a la technologie induction, il y a aussi les technologies micro-ondes qui ont justement d'autres arguments même que décarboner, et pour lesquels finalement décarboner est presque un bonus supplémentaire et pour lequel on a cette chance en France. Mais voilà, il faut avoir ça en tête. Et en effet, il y a plein d'arguments en faveur de ces technologies. On peut y aller, oui. Allez-y, oui. Naïve, hein, mais pour moi c'est une découverte. C'est le but. Vous parlez de captage de CO2 et moi, naturellement, j'ai envie de dire, tiens, on va consommer de l'énergie pour capter le CO2. Donc à la fois peut-être qu'on va pas est-ce qu'on déplace pas le problème en fait? Enfin là, je connais rien du tout. Donc est-ce que c'est pour justement limiter notre empreinte carbone sur le visible, mais à la fin, si on consomme de l'énergie, j'imagine que c'est le cas. Est-ce que c'est vraiment vertueux? Alors, sachant que là, voilà, sur la partie feuille de route, je fais une petite parenthèse, du coup, rapide, mais sur la partie feuille de route, on est vraiment en fin, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en œuvre déjà tout ce qu'on pouvait sur son site industriel. Ça veut dire qu'on a déjà, on fonctionne déjà avec des énergies alternatives. Donc oui, peut-être des besoins supplémentaires pour capter ce CO2, mais en essayant de passer par soit de l'énergie fatale, soit justement d'autres types d'énergie pour essayer d'aller plus loin vers ces opérations-là. Et puis après, surtout passer par des technologies qui utilisent ce CO2 pour essayer de le valoriser différemment. Mais oui, sur l'ensemble. Si on veut décarboner complètement et atteindre nos objectifs qui sont fixés d'ici 2050, on va devoir exploiter un peu tous les leviers.
même si ça va demander de l'énergie supplémentaire, mais c'est de faire en sorte que ce soit fait intelligemment et avec justement toutes les possibilités vertes qu'on peut avoir et décarbonées sur la partie énergétique. Est-ce qu'on peut dire que si on utilise de l'énergie pour décarboner, ça a un sens? Est-ce que je peux répondre aussi? Vas-y. Non, mais parce que c'est pas Tant qu'à faire. parce que c'est pas le sujet, donc Bon, on va pas d'accord, s'éterniser. ok. Mais Bon, néanmoins, je répète la question pour que tout le monde entende. sur Je le- posais la question, c'est est-ce que ça a un sens de décarboner si on consomme de l'énergie? Mais effectivement, j'ai entendu que c'était pas le sujet. Non, non. Je poserai plus de questions. Merci. Parce que c'est le carbone qu'on n'aura pas pu éviter au final, en fait, qui va être capté. C'est celui, une fois qu'on a mis en œuvre les autres solutions d'efficacité, et à un moment, on peut pas aller plus loin, donc c'est ce carbone qui est inévitable. Et effectivement, il y a d'autres cadres dans lesquels on peut traiter de ce sujet. Et ce qui est intéressant aussi sur le carbone, c'est qu'on peut rentrer dans une logique d'économie circulaire, parce que le carbone capté peut être stocké, enfoui, ça c'est effectivement une solution. Mais il y a d'autres voies d'investigation qui cherchent à exploiter ce carbone, en fait, et à le réintroduire dans des filières. On a entendu vaguement Air Liquide mentionner ces options tout à l'heure. Effectivement, c'est des voies qui sont à l'étude, sur lesquelles on travaille dans le cadre d'autres projets. Et voilà, donc ça, c'est des choses aussi qui permettent de reboucler la boucle et d'éviter d'être dans cette fuite en avant où on va toujours consommer plus d'énergie pour en économiser. Bonjour, Renal Gilbert, région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi je voulais savoir si les projections que vous avez fait au niveau de l'étude Alice intégraient l'ARENH, donc l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Alors sur la partie on n'est pas, enfin il me semble qu'ils sont pas allés aussi loin, on va dire dans le détail de l'étude sur les projections, en tout cas de l'impact CO2 de la technologie électrique et donc du mix énergétique. Il me semble qu'ils se sont basés sur l'impact des tarifs, surtout, c'est dans le modèle économique de la transition vers l'électrification. Si vous n'intégrez pas l'arrêt de la RNH en 2025, ça peut remettre en cause le modèle. Ouais, sur les. Ouais. L'état carré d'Alice et Yann. C'est basé sur des scénarios Enerdata avec différents niveaux de scénarios. J'affirme rien, mais je pense il me semble que ça fait partie des hypothèses, en tout cas sur certains des scénarios. C'est ça, notamment dans les scénarios qui sont très, en termes de coût justement de l'électricité qui augmente énormément, donc c'est un peu le scénario marron dans lequel on est un peu moins favorable en termes de coût énergétique à l'électrification. Donc voilà, c'est des scénarios en tout cas ça a été basé sur 3 scénarios différents justement sur les données Enerdata et dans lesquels ça doit être intégré. C'est pas un scénario en fait, hein. C'est déjà acté. Ouais. Oui, voilà, du coup, ça a dû être inclus dans les. Ouais. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'un métier d'avenir qui est la forge. Alors, pourquoi métier d'avenir? Tout simplement parce que des pièces forgées, vous en trouvez dans tout ce qui roule, de la trottinette à l'avion. Donc, tout engin qui roule sur cette planète a des pièces forgées. Donc, c'est pour ça que c'est un métier d'avenir. Allez-y, peut-être. Voilà. Donc, cette forge, c'est un groupe qui a 10 sociétés en France, qui est présent dans tous les domaines d'activité. Quand on parle de forge, essentiellement, on parle de chaleur, forcément. Et quand on parle de chaleur, on parle d'énergie, bien évidemment. Donc, on a de la forge à chaud, essentiellement. C'est une société qui a plus de 100 ans d'âge. Hein. Je vous laisse passer. Voilà, donc on va s'attarder. La société qui est concernée, c'est la société Setforge qui est située à Lorme. C'est une société qui fait à peu près 18 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui travaille essentiellement pour le travaux public au travers des clients comme Caterpillar, Volvo et autres. On est à peu près 85. On a 3 lignes de production, et on va les voir un petit peu plus en détail, ce qui répondra peut-être à certaines questions. Et puis, dans la partie des certifications, on voit que récemment, on a été on a passé l'ISO 50001,
qui est un point de départ justement sur toute la partie énergie et forcément dans cette stratégie, cette mise en place de stratégie bas carbone. Alors là, je vous passe un petit film pour... c'est celui d'avant. Voilà. Je vous passe un petit film pour comprendre ce que c'est que la forge, pour ceux qui ne comprennent pas. On a 2 lignes de production. Ce premier film concerne la production sur des marteaux-pilons. Marteau-pilon contre-frappe, donc c'est un exemple d'une pièce qui est réalisée sur ces pièces. Donc ce sont des pièces qui équipent les engins de construction, en particulier les camions articulés. On fait les mêmes pièces pour Caterpillar et pour Volvo. Donc ces camions articulés, c'est 6 pièces par engin. Chaque pièce fait à peu près 150 kilos. Et on part d'un lopin qui fait 160 kilos. Donc le lopin, vous le voyez, il est rouge, donc il a été chauffé à 1250 degrés. Et on va commencer de le travailler. Et forcément, il faut qu'il conserve sa chaleur tout au long du process. Donc le process doit être rapide. Et le lopin doit être à la bonne température. On commence le process à 1250 degrés. Quand la pièce est finie de forger, elle est à peu près à 900 degrés. Une fois que le process de forge sera terminé, bien sûr, la pièce n'est pas finie et loin de là, puisque chaque pièce forgée doit bénéficier d'un traitement thermique derrière pour non seulement détensionner l'acier qui vient de subir d'énormes pressions, mais également apporter les caractéristiques mécaniques à la pièce de façon à ce qu'elle tienne et qu'elle produise ce pourquoi elle est forgée. C'est l'avantage de la pièce forgée par rapport à une pièce de fonderie. Très clairement, une pièce forgée va apporter beaucoup plus de résistance mécanique qu'une pièce forgée de par le procédé de forge. Donc, pour faire une pièce comme celle-là, il y a à peu près, on va dire entre 2 minutes 30 et 3 minutes de forge. Il faut aller vite, de façon à ce que la température ne baisse pas. Alors sur cette production-là, tous les lopins sont chauffés avec des fours à batch et à gaz. C'est-à-dire que chaque four, on a à peu près 4 à 5 fours par marteau-pilon, et chaque four chauffe 3 tonnes de lopins. Voilà, donc c'est un peu, ça illustre un peu notre métier, qui est où on travaille avec de l'acier chaud et on ne peut pas faire autrement. On peut peut-être passer pour voilà. Donc là, on est à peu près sur la fin du cycle. Deuxième procédé de forge que nous avons, c'est la forge sur presse mécanique. Donc on voit une pièce qui est réalisée sur une presse de 4500 tonnes, une presse mécanique. Et là, pour répondre à la question tout à l'heure, on est sur une chauffe par induction. Donc on a des fours à induction sur la presse, beaucoup plus facile en termes de processus, parce que un coup de presse, une pièce. Alors que sur le marteau-pilon, il est nécessaire d'avoir plusieurs coups de pilon pour arriver à ses fins. Et donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'induction sur une presse qu'on ne peut l'avoir sur un pilon. C'est ce qui permet ici d'avoir, voilà, on le voit bien, là, au niveau, on a 3 inducteurs à des fréquences différentes qui permettent de chauffer le lopin en surface, à cœur et en moyenne. Et on a le même résultat, c'est-à-dire qu'on va avoir des lopins qui vont être à 1250 degrés. Voilà un petit peu la vision que l'on a, nous, sur notre procédé. Donc, au-delà de cette production de forge, derrière, on a le traitement thermique. Et forcément, le traitement thermique, on va avoir des pièces qu'il va falloir réchauffer à nouveau à peu près à 1000 degrés pour faire de l'austénétisation, les refroidir brutalement dans de l'huile ou dans de l'eau et les réchauffer à nouveau à 600 degrés pour leur apporter le revenu et les caractéristiques mécaniques demandées. Donc, on a trois chauffes successives, une pour la forge et 2 pour le traitement thermique. Aujourd'hui, on a une ligne qui est composée sur le traitement thermique de 3 fours haute température et 2 de basse température, de l'eau et de l'huile en termes de bac.
Quand on fait le bilan carbone de cette installation, on est à peu près à 4500 MW en moyenne par an et 945 tonnes de CO2, ce qui est énorme. Et forcément, on utilise de l'huile pour de la trempe à l'huile. Aujourd'hui, l'huile, la particularité de l'huile, c'est qu'elle brûle. Donc, on est sur des risques incendies extrêmement importants. Et forcément, les émanations de l'huile perturbent également les organismes et on doit travailler également là-dessus. Alors, on a cherché quelle est la solution idéale. Quand je dis solution idéale, c'est celle qui nous permet d'économiser de l'énergie, de gagner en productivité, de gagner en qualité et de se mettre dans une projection bas carbone. Je suis désolée. Et forcément, pour répondre à cette question, il faut une stratégie. Et la stratégie, la meilleure façon de créer une stratégie dans une entreprise, c'est de savoir d'où on part. Et l'ISO 50001, pour nous, a été un outil extraordinaire pour faire un point de départ et identifier quelles étaient nos sources de consommation les plus importantes. Il y a une chose sur laquelle on est convaincu aussi, nous, pourtant très énergivores, c'est que les sociétés qui aujourd'hui ne prennent pas le virage de la décarbonation n'existeront plus demain. C'est une vision très binaire. Mais c'est comme ça. Et si on n'en est pas convaincu, on se met en danger. Se préparer pour les accords de Paris, la neutralité carbone en 2050, même si ça paraît loin, c'est les décisions d'aujourd'hui qui nous permettront d'y arriver. Répondre aux sollicitations de nos clients, parce que forcément nos clients aujourd'hui sont demandeurs des bilans carbone de leurs pièces qu'on leur produit, de façon à eux-mêmes produire un bilan carbone sur leur propre production. Et puis une chose essentielle, c'est de dynamiser notre marque employeur pour attirer les talents, parce qu'aujourd'hui, tous les recrutements que nous réalisons se sont orientés sur des jeunes, et les jeunes aujourd'hui ont un vrai regard sur cette particularité-là, et ne veulent pas s'inscrire dans des entreprises qui sont classées énergivores ou qui ne sont pas dans cette vision de décarbonation, et on en souffre terriblement. Allez-y. On a regardé tout ce que l'on pouvait faire. On a créé notre courbe de décarbonation. La ligne rouge, c'est très linéaire et c'est la vision d'aujourd'hui à la décarbonation 2050. On a regardé sur notre stratégie à 5 ans ce que l'on pouvait mettre en œuvre en termes de décarbonation. Donc, on a plusieurs solutions, dont le remplacement de la ligne de traitement thermique, on en parlera juste après. Des panneaux photovoltaïques où on met à disposition toutes nos toitures pour créer finalement un parc de production d'électricité verte. Et chaque fois, à chaque solution, enfin chaque problème sur lequel nous sommes confrontés, on réagit en décarbonation. S'il faut remplacer une chaudière de chauffage, on va forcément réfléchir quelle solution. Je me suis moi-même inscrit aux accélérés de la décarbonation qui est financé par BPI et par l'ADEME de façon à prendre ça en compte, à être aidé sur cette vision-là. Et on voit que dans 5 ans, c'est notre vision stratégique, notre business plan est fait sur 5 ans. On voit que dans 5 ans, on mesure là où on en sera à peu près, c'est-à-dire qu'on aura réduit à peu près de 50% nos gaz à effet de serre. 50%, c'est peu, et c'est surtout, et c'est là où ça devient inquiétant, c'est surtout le plus facile à faire. Donc, la deuxième partie, les deuxièmes 50% qu'il faudra gagner, forcément, seront beaucoup plus difficiles à atteindre. Donc, c'est pour ça que la marche la plus facile, il ne faut pas la rater, quoi. Donc, pour cette ligne de traitement thermique, on est parti pour la changer radicalement et totalement. Les 3 fours haute température, alors malheureusement, on n'a pas trouvé aujourd'hui de solutions qui nous permettent d'être à la fois économiques et décarbonés. Donc, on reste sur des fours au gaz. Alors, forcément, avec l'efficacité énergétique d'aujourd'hui, l'isolation d'aujourd'hui, les brûleurs d'aujourd'hui qui, forcément, sont beaucoup plus économes de ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est une ligne qui est âgée de 40 ans. Vous imaginez bien qu'il y a 40 ans, la consommation d'énergie n'était pas le souci majeur. Et les fours basse température, en revanche, eux, on va les passer à l'électrique. Et le fait de passer à l'électrique, si vous vous souvenez, on avait à peu près 4500, 4800 mégawattheures. Voilà, on avait 950 tonnes de CO2, on va passer à 520 tonnes. Donc, on est loin de la neutralité, certes, mais on réduit de 50%, ce qui est déjà extrêmement important. C'est un coût d'investissement de 5 millions. Donc, je remets juste
en perspective 5 millions d'investissements pour une entreprise qui fait 18 millions de chiffre d'affaires. C'est lourd, c'est très lourd. Pour gagner 500 tonnes de CO2 par an sur 4000. Donc, on imagine l'effort qu'il faut produire pour arriver à une neutralité carbone d'ici 30 ans. Et c'est toute la problématique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est ce financement. Alors, vous pouvez peut-être passer sur ce financement-là, sur un coût de 5 millions. On est effectivement accompagné, aidé d'une façon assez significative par l'ADEME qui nous procure 25% à peu près de l'investissement. Mais bon, 25%, il reste quand même pas mal à financer. Et c'est que 500 tonnes de CO2 sur les 4000 de l'entreprise. Donc c'est avec 5 millions d'investissements, on gagne 10% de CO2. Ça laisse entrevoir la marche qu'il va falloir franchir dans les 10, 20 ou 30 ans prochains pour arriver à une neutralité carbone. Alors certes, on a aussi ce que j'expliquais, les photovoltaïques, où on met à disposition nos toitures pour créer une ferme. C'est 900 tonnes de CO2 par an, donc ça va nous aider aussi à arriver à cette neutralité carbone. Mais voilà. Et pour autant, je reste convaincu, et fermement convaincu, que les entreprises qui aujourd'hui ne prennent pas ces virages-là sont en danger. Et globalement, on a parlé de taxonomie, on a parlé de tout un tas de choses. Dans 5 à 10 ans, les entreprises qui n'auront pas pris le virage seront identifiées et seront sous surveillance. Et quand on dit sous surveillance, on sait tous ce que ça veut dire. Voilà ce que je pouvais vous parler du témoignage de cette forge sur cette électrification et cette vision de décarbonation. Merci. Oui, félicitations. On a envie de vous applaudir pour cet engagement. Et vous disiez, la première marche, c'est la plus facile. Mais quand même, 5 ans, vous êtes sur un horizon de temps très court. Alors, parce que dans nos cycles, 5 ans, comment vous avez réussi à engager autant d'énergie pour concentrer l'énergie nécessaire sur les 5 premières années? Alors, on a l'habitude dans notre groupe d'avoir une vision stratégique sur 5 ans qu'on remanie tous les 3 mois. Donc, c'est lourd, mais c'est nécessaire. 5 ans, c'est court, mais c'est très long. Mais c'est très long parce que quand on se pose aujourd'hui, qu'on regarde les 5 prochaines années, mais qu'est-ce qui va nous arriver en 5 ans? Si on s'était posé la même question il y a 5 ans en arrière, personne n'aurait pu prédire ce que nous avons vécu ces 2 dernières années. Donc oui, c'est court, mais c'est très long. Et dans notre vision, on est tellement soumis à des contraintes, on est tellement soumis à des changements, à des aléas, à des problématiques. Aujourd'hui, on est confronté à une pénurie de matières premières qu'on n'aurait pas soupçonné il y a encore un an. Donc oui, c'est court 5 ans, mais c'est très long. C'est très très long. Et le but n'est pas d'écrire la vérité aujourd'hui pour dans 5 ans. Le but, c'est de construire une stratégie ou une direction. Et pour arriver à l'objectif, on peut prendre un chemin différent, le tout étant d'atteindre l'objectif. C'est ça la vraie réalité d'un business plan. C'est pas le chemin, c'est l'objectif. Et après, on peut prendre des chemins différents de ceux qu'on avait prévus. C'est pas très grave. Le tout, c'est d'arriver à ce qu'on veut. Merci. On a le temps de prendre 1 ou 2 questions dans la salle. Monsieur, oui. On a abordé tout à l'heure les 2 aspects, dont l'efficacité énergétique. Dans les gains que vous prévoyez grâce à cet investissement, quelle est la part d'efficacité énergétique et quelle est la part due à l'électrification en elle-même, donc à l'abandon de certaines technologies qui génèrent directement du CO2, par exemple? Alors, sur la partie, alors on a la solution actuelle qui est tout gaz, qui demain deviendra la solution future, qui est un mixte entre gaz et électricité. On a travaillé sur 3 composantes différentes. La première, c'est la qualité.
Aujourd'hui, forcément, notre installation qui est âgée, elle est en limite de possibilités techniques de ce que l'on peut offrir, et ça nous offre forcément une non-qualité relativement importante qui nécessite des repasses fréquentes. Et donc, forcément, ces repasses-là, c'est de la consommation de gaz aujourd'hui qui est gaspillée. Donc, cette partie qualité-là, elle est extrêmement importante. Sur la partie gaz, toujours, les fours d'aujourd'hui vont permettre une homogénéité de chaleur dans le four qui est bien plus importante que celle que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour avoir cette homogénéité, nous sommes obligés de chauffer plus longtemps. Et on estime, c'est une estimation, hein, on estime aujourd'hui qu'on va pouvoir gagner 25% de temps de cycle sur les traitements thermiques par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, tous nos temps de cycle d'osténétisation, puisque c'est la haute température qui sera conservée au gaz, toute la partie osténétisation, on va réduire les temps de cycle de 25%. Une osténétisation, on fait des traitements thermiques sur des plateaux à charge de 3 tonnes. Donc 3 tonnes, on osténétise, on monte à 900 000 degrés et on les laisse à environ 4 heures à cette température-là. De 4 heures, on passerait à 3 heures. Donc là, on est dans l'efficacité énergétique. Et la troisième chose, c'est la consommation de gaz, donc qui serait déjà réduite par ce temps de cycle réduit, et sur les 3 heures restantes, la consommation de gaz avec les nouveaux brûleurs aujourd'hui qui sont un régénérateur de gaz et qui sont bien plus puissants en termes de pression, font que sur ces 3 heures-là restantes, on va économiser, là aussi c'est une estimation, on va économiser là aussi 25% de gaz. Donc si vous voulez, on travaille sur la qualité, on travaille sur le temps de cycle et on travaille sur l'efficacité purement énergétique des nouveaux brûleurs. Donc ces trois thèmes-là, aujourd'hui sur les fours gaz, vont nous permettre d'économiser. Alors en pourcentage, c'est très difficile parce que quand on passe de tout au gaz à quelque chose d'hybride sur lesquels on va économiser, c'est difficile de donner du pourcentage. Mais voilà les 3 thèmes sur lesquels on va travailler. Ces 3 thèmes-là, on les retrouve forcément sur les fours électriques. Alors, d'une autre façon, mais sur les fours électriques, l'homogénéisation de la température de la même façon sera beaucoup plus importante sur les fours de construction moderne que sur ceux que nous avons. Et on va retrouver ces mêmes gains énergétiques sur ces 3 thèmes différents sur les fours électriques. Oui. Est-ce que vous arrivez à faire de la récupération de chaleur fatale sur vos fours haute température? Merci. Alors ça, c'est une vraie bonne question et c'est une vraie difficulté que nous avons. Nous avons déjà aujourd'hui, parce que cet enclenchement vous l'avez compris, hein, cet enclenchement de décarbonation, on l'a entrepris depuis très longtemps, nous. Et on a déjà fait de la récupération de la chaleur fatale sur des tours aéro-réfrigérantes. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà en place chez nous et qui nous permettent de chauffer des ateliers. Alors, sur la partie des fours haute température, que ce soit à la forge, quand on chauffe les lopins à 1200 degrés, ou que ce soit au traitement thermique, on a une vraie difficulté de récupérer cette chaleur. C'est pour en faire quoi ? Et ça, c'est la vraie difficulté parce que la chaleur n'est pas propre. La chaleur n'est pas propre et on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle. Il faudrait la dépolluer pour pouvoir l'utiliser derrière. Alors aujourd'hui, on a une vision qui est en train de naître. C'est d'utiliser cette chaleur fatale, de la récupérer, de la stocker pour la remettre dans les fours au moment des démarrages. Et c'est-à-dire que là, il n'y a pas besoin de la dépolluer, on peut la garder telle qu'elle. Et au moment où on démarre les fours, ça peut être tous les matins, ou voilà, au moment où on démarre les fours, on peut réinjecter cette chaleur qui nous permet d'économiser de l'énergie sur le démarrage des fours. Donc ça, c'est une solution qui nous a été proposée il n'y a pas très longtemps, sur laquelle on est en train de réfléchir. Et aujourd'hui, c'est la seule façon réelle que l'on ait d'utiliser cette chaleur-là. Après, oui, si on voudrait l'utiliser pour chauffer des bâtiments ou des choses comme ça, il faudrait complètement la dépolluer. Et là, on est sur des coûts d'investissement qui sont pas rentables. Il faut le dire, quoi. Pas rentables.
Très bien. Une dernière question, parce qu'après, il faut qu'on passe à la suite. Merci. Juste une petite question. Comment vous intégrez l'augmentation du prix de l'électricité à venir dans ce type de projet? Alors ça, je vous remercie de me poser la question parce que là, c'est le mystère. C'est le mystère, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une vision de l'exécutif en France, voire même européen, qui nous pousse vers l'électrification. On l'a entendu ce matin, au niveau de la décarbonation, c'est a priori, j'en connais pas d'autres, mais c'est la solution de se tourner vers l'électrification. Et on maîtrise absolument pas le prix de l'énergie. On la maîtrise absolument pas. Alors, ce qu'on a fait nous en termes de cette forge, pour essayer de minimiser cet impact-là, on a déjà signé un contrat d'effacement. C'est-à-dire que j'ai pris le risque de dire, voilà, je signe un contrat d'effacement sur la période du 1er novembre au 31 mars. Si RTE a besoin d'électricité, j'accepte de m'effacer, c'est-à-dire je coupe la production, je mets mes gens sur une chaise pendant 2 heures, 3 heures, et puis voilà, dès que l'effacement est par là, on se remet à produire. C'est un pari. Tout est que pari aujourd'hui. Et tout n'est que risque. Donc on prend ce risque-là, ça permet, c'est rémunéré, donc ça permet de faire réduire la facture énergétique de l'électricité. Mais oui, on ne sait pas. On ne sait pas dans 2 ans on ne sait pas dans 3 ans ce que sera l'énergie nucléaire en France. Est-ce qu'elle sera considérée comme carbonée? Est-ce qu'elle sera considérée comme décarbonée? Est-ce qu'on aura toujours l'aide de l'ARENH? Mais il y a plein de questions qui se posent, on ne sait pas aujourd'hui. Et pourtant, il faut avancer. Donc oui, on prend des paris. Est-ce qu'ils seront payants? Certains d'entre eux, oui, d'autres non. On n'a pas le choix. Il faut y aller. Mais vous avez parfaitement raison sur cette partie coût, qui forcément aujourd'hui, le kilowattheure électrique est beaucoup plus cher que le kilowattheure gaz. Très clairement. Très clairement. Merci aussi de rappeler cette réalité des prix et pour ce projet très global en quelque sorte. Et on va voir qu'avec Ugitech, Nicolas va pouvoir nous faire part aussi de son projet avec bien des dimensions qui sont similaires. À vous la parole. Donc vous allez nous faire un duo avec Jean-Pierre Clairac. Oui, alors nous, c'est un projet donc d'électrification d'un four de réchauffage de nos produits, donc de l'acier inoxydable, avant laminage à chaud. Donc c'est un projet en partenariat donc avec Ugitech, donc nous on est industriel, on est une aciérie, Energy Pool, qui est actuellement notre agrégateur de flexibilité électrique, et aussi John Cockerill, spécialisé dans les fours industriels. Donc une petite présentation d'Ugitech. Donc comme je disais, on est une aciérie, on produit de l'acier inoxydable. On a 10 sites en Europe. Le siège social est à Ugine en Savoie. On a 1300 employés. On produit un volume d'environ 235 000 tonnes d'acier par an. Nos secteurs sont très diversifiés, de l'automobile, l'aéronautique, la construction, médicale et puis toute la partie énergie. Et on émet beaucoup de CO2. Pour la partie gaz et électricité, en moyenne, on émet à peu près 60 000 tonnes de CO2 chaque année. Et donc, on est bien conscient de ça et je rejoins cette forge là-dessus. Il faut absolument réduire nos émissions de CO2. Et donc, on s'est fixé un objectif d'accompagner la neutralité carbone. Et l'objectif est de réduire nos émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. On est déjà certifié ISO 50001, le système de management de l'énergie, depuis 2015. Et on met en place, on a plusieurs actions, on met en place des projets pour aller dans ce sens de la décarbonation. Et le projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc le projet d'électrification de notre four de réchauffage. Ok, on va passer au slide suivant. Donc un acteur important, donc c'est Energy Pool. Donc qui sommes-nous? Nous sommes une entreprise en fait qui
valorise en fait la flexibilité de consommation d'énergie des industriels. Historiquement, c'était l'effacement électrique et on a utilisé les termes d'effacement tout à l'heure ou d'agrégateur. C'est le métier historique d'Energy Pool. De façon très concrète et peut-être pour apporter un élément de réponse à des questions qui se posent sur le coût de l'énergie, ce que fait Energy Pool, c'est faire l'interface avec des marchés et de trouver sur les marchés une valeur économique à la gestion de la flexibilité, donc qui s'est largement développée depuis les 10 dernières années. On est passé de systèmes très simples et petit à petit, en fonction des besoins du système électrique, les produits de marché se développent, se complexifient. Et c'est l'objectif d'Energy Pool que de répondre aux besoins du système électrique, de répondre aux besoins des industriels et d'assurer cette connexion. Et de façon stratégique, Energy Pool aussi a pris en compte le besoin des industriels d'aller vers la décarbonation. Donc c'est la nature de l'activité que nous avons lancée et qui nous a conduit à travailler avec Ugitech. C'est ce qu'on appelle Active Factory. Donc l'idée, c'est d'aller plus dans le détail, dans l'intimité du process industriel aux côtés de l'industriel et de l'aider dans cette réflexion qui est complexe, hein, avec beaucoup de problématiques qui tombent sur le dos de l'industriel. Et l'enjeu d'Energy Pool, c'est d'apporter des solutions pragmatiques, opérationnelles, économiques et qui contribuent à la réussite économique de la décarbonation. Donc notre four, en quelques chiffres, donc là, c'est un four de type tunnel. Il mesure 54 mètres de long. La température visée en sortie des produits est de 1300 degrés. La puissance, donc c'est un four actuellement au gaz naturel. La puissance installée est de 32 MW. Et sur ces 32 MW, on compte en électrifier 11,5. Donc c'est un four, ça va être un four hybride. Et c'est là qu'est l'innovation. Donc le projet consiste à installer 700 résistances électriques en voûte du four dans les premières parties du four, donc les parties les plus froides. Voilà. Alors, Nicolas est très modeste. Enfin, moi, je voudrais juste insister sur quelques aspects. D'abord, c'est du lourd. Hein. C'est vraiment une industrie lourde qu'on a devant nous. Premier point. Le deuxième point, c'est l'aspect innovation. C'est une innovation mondiale. Je pense que Ugitech, quelque part, a cette réputation et je la renforce. Et quelque part, Ugitech et Energy Pool et tous les partenaires qui travaillent sont fiers, je dirais, d'être aux côtés d'un leader mondial de cette nature. Et l'autre élément critique aussi que j'attire votre attention là-dessus, c'est cet aspect, cette idée de l'innovation par l'hybridation. On passe d'une énergie à deux énergies, donc on va complexifier quelque part le système, le projet, la gestion, mais on va en retirer un bénéfice essentiel. C'est ça vraiment la valeur du projet et quelque part c'est quelque chose de pratico-pratique qu'on réalise, mais c'est vraiment de l'innovation. Alors, peut-être pour poursuivre dans ce projet, moi, ce qui me fascine, et je me mets dans la peau de l'industriel qui a quelque part la charge de la décarbonation et trouver des solutions pratiques, c'est compliqué. Souvent, l'industriel est seul. Et là, vraiment, l'idée, c'est de développer un partenariat avec tout un écosystème. On le fait parce qu'on est en Rhône-Alpes et on a des facilités. On le fait parce qu'on a des gens qui sont ouverts. On le fait aussi parce que quelque part on a eu la labellisation Tenerdis. Je pense que ça fait partie aussi de tout le bénéfice qu'on peut retirer de pôles de compétitivité et d'institutions de cette nature ou d'agences de cette nature. Et l'enjeu en fait, c'est de mettre en commun en fait différents acteurs. Donc les acteurs principaux qui tournent autour de ce projet, c'est Ugitech, bien sûr, l'industriel à la base. C'est John Cockerill. John Cockerill, en fait, là, c'est l'acteur qui va apporter la solution technologique particulière, hein, donc qui va apporter l'ingénierie du projet, qui va apporter les études, la conception et puis l'exécution du projet proprement dit. Et puis quelque part, c'est Energy Pool qui va apporter ses propres services
avec quelque chose qui va dépasser plus largement, je dirais, les services traditionnels que peut jouer un agrégateur pour prendre cet élément-là. Donc, on va vraiment jouer le rôle de maître d'œuvre de ce projet-ci, de regarder la partie valorisation de l'énergie, mais on va aussi regarder tout ce qui tourne autour de la structuration du financement et tout ce qui tourne autour du modèle économique qu'on va mettre en œuvre. Donc, pour donner les ordres de grandeur, on est sur des projets de 6 millions d'euros, avec un enjeu important, c'est d'avoir une subvention ADEME, donc on vise 40% et on est assez confortable là-dessus. Pourquoi on va obtenir ces 40%? C'est le ratio critique, c'est l'aide d'État par rapport à la tonne de CO2 évitée. Et là, le ratio, il est de 17 € d'aide d'État pour une tonne de CO2. Donc, c'est un niveau qui est très, très faible. Donc, on a vraiment une clé de succès à ce niveau-là. Donc, ce que nous faisons, c'est valoriser les flexibilités, valoriser le carbone et réduire les risques marchés. À partir du moment où on a plus d'outils, on a plus de facilité pour minimiser les risques. On va passer au slide suivant. Donc là, l'enjeu, c'est toute l'idée du projet d'avoir tous ces acteurs qui s'imbriquent et qui finalement vont se structurer autour d'une ESPV, une Special Purpose Project Vehicle ou société de projet. Donc, pour l'instant, les acteurs essentiels de la SPV sont donc bien sûr Ugitech, Energy Pool qui va co-investir avec John Cockerill, et on va aller chercher des tiers financeurs qui eux vont apporter la partie investissement. Et la mécanique du projet, c'est la SPV donc qui va conduire le projet, qui va le mettre en exécution, qui va aller chercher, qui va financer le CAPEX, qui va aller chercher la subvention, ce qui va, pour l'industriel, minimiser la contribution, notamment la contribution au CAPEX. Et ce que va faire aussi cette ESPV, c'est conduire de façon opérationnelle cette mécanique. Et puis derrière, on va... et chacun dans la SPV va jouer son propre rôle. Les risques projets vont être réduits. Et on imagine bien que... John Cockerill, typiquement, va jouer un rôle majeur. Le risque technologie, il va être là aussi mitigué par les acteurs. John Cockerill, Ugitech va jouer son rôle aussi. On a parlé tout à l'heure de qualité métallurgique à assurer. Et dans le cas d'Ugitech, c'est un impératif. Il y a la partie risque opérationnel, hein, donc l'opération, à la fois l'opération métallurgique de conduite du four, et puis derrière les risques de marché. Hein, donc si j'interviens sur les marchés, il faut aussi que j'assure la qualité opérationnelle de ce côté-là. Et puis il y a les risques de marché. On a parlé tout à l'heure des marchés qui sont imprévisibles. Alors ils sont imprévisibles, mais aussi ils sont parfois prévisibles. Et si on peut les rendre les marchés plus prévisibles qu'ils ne sont imprévisibles, on va réduire les risques. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire sur les marchés d'électricité. On ne peut pas tout faire, mais on peut faire des choses sympathiques sur les marchés d'électricité, sur le marché du gaz, sur le CO2. Et si je mitige les deux sources d'énergie, et si je réfléchis en termes de tonnes de CO2, je vais arriver à faire quelque chose. Et on va, in fine, valoriser finalement cette hybridation gaz-électricité. Et au bout du compte, le bénéfice, ils sont chez l'industriel. Alors les bénéfices, donc déjà en termes de productivité, donc on maintient la productivité du process. En termes de qualité, c'est pareil, ça change pas. Quoique ça peut être que meilleur en termes de régulation. La régulation électrique se fait, est plus maîtrisée que celle avec les brûleurs gaz. Ensuite, en termes de planning, donc on compte réaliser le projet donc en deux phases, donc la première phase en 2023 et la deuxième en 2024. En termes de décarbonation, le projet vise une réduction des émissions de 7400 tonnes par an, donc ce qui représente 12% des émissions de CO2 pour la partie gaz et électricité, la partie énergie.
Et donc tout ce gaz évité, ça représente un tiers de la consommation de gaz naturel du site. En termes de compétitivité industrielle, donc on rentabilise économiquement le projet grâce à Energy Pool et la valorisation de la flexibilité sur les marchés. On réduit les risques marchés face aux variations, donc les coûts de l'électricité en hybridant le four. Donc on a aussi la possibilité d'utiliser du gaz. Et c'est un actif qu'on aura décarboné pour un capex minime, étant donné qu'on monte une société de projet avec avec des partenariats. Merci à tous les deux pour ce beau projet, également ambitieux. On voit le rôle de l'innovation qui a à un moment dû être déclencheur. Vous avez fait le lien aussi marché de l'énergie, marché du CO2. C'est aussi une dimension nouvelle. Est-ce qu'on peut se poser la même question que vous avez entendue tout à l'heure par rapport à l'évolution des marchés de l'énergie? Est-ce que vous avez intégré l'évolution du marché de la tonne carbone dans vos prévisions business model? Est-ce que c'est réaliste? Comment ça se passe? Comment ça se passe? C'est le cœur de la machine. Et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, nul ne peut prédire l'avenir, mais on peut essayer de les anticiper et de voir comment est-ce que on peut trouver des outils qui permettent de minimiser les risques. Alors, tout le monde est frappé par l'explosion du prix de l'énergie qu'on a vu ces dernières semaines. Ceci étant dit, en amont, il y a déjà des outils disponibles qui permettent de sécuriser quelque part la partie économique à un horizon de temps qui est certes relativement court, c'est entre quelques jours, quelques mois ou quelques années. Donc, on a déjà des outils qui sont disponibles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et ça, c'est le métier typique d'Energy Pool, c'est de comprendre les marchés, à la fois les marchés de l'énergie, le marché du gaz, le marché de l'électricité, mais aussi le marché de la flexibilité. Je vais insister un petit peu là-dessus, parce que c'est notre métier. Et puis, RTE a publié des scénarios 2050 il y a quelques mois en arrière, et il a mis en évidence en fait ce qui allait se passer avec l'arrivée du renouvelable. Il y a un besoin de flexibilité qui est gigantesque. Donc, pour donner quelques idées, le parc de production, c'est l'ordre de grandeur, c'est 100 gigawatts. On a besoin, au total, entre 40 à 60 gigawatts de flexibilité à horizon 2050, dont 15, entre les scénarios, de 14 à 17 gigawatts de consommation, de flexibilité de la demande. Donc, le besoin, il est là. Donc, quelque part, si le besoin est là, il y aura des acteurs de marché, il y aura des outils de marché qui vont permettre d'aller capturer quelque part cette flexibilité. Donc, si vous êtes capable d'investir et de dire, je me positionne, je vais offrir quelque chose au marché qui réponde à un besoin, stratégiquement, et là, c'est un business plan qui est un petit peu différent de celui de l'industriel qui réfléchit sur d'autres données, mais il y a vraiment des outils à développer et à créer. Alors, on est à mi-chemin entre l'innovation et la réalité. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des mécanismes d'effacement qui existent avec le mécanisme de capacité, ceux qui peuvent faire de la réserve primaire, etc. Il y a des outils, mais on travaille aujourd'hui sur des outils futurs et c'est tout l'objet de ce projet-là, de les valoriser. Et Energy Pool se fait comme mission de transmettre ça sous forme opérationnelle pour que ce soit simple et lisible pour l'industriel qui est derrière. Oui, répondre la question. Mais du coup, c'est juste une petite question. Vous dites que vous allez vers un modèle hybride, gaz-électricité. Quels sont les gaz que vous envisagez utiliser pour le four? C'est le gaz naturel. Le four est déjà au gaz naturel et on compte garder ces brûleurs et installer en plus des brûleurs actuels, des résistances en voûte dans le four. Et donc, il y aura une partie, donc la partie électrifiée. Les brûleurs, ils serviront notamment lors des moments où on fera des effacements. Par exemple, un effacement de 2 heures, et ben on peut rallumer les brûleurs pour continuer à produire. Voilà. Et qu'on soit pas pénalisé là-dessus en termes de production.
Donc c'est dans la continuité. On a bien entendu la notion de flexibilité, d'hybridation, d'innovation. Donc ma question, moi, c'est pour aller un peu plus loin sur la partie innovation, de remplacer, vous disiez que vous mettiez des résistances pour justement amener par l'électricité une source de chaleur. Donc est-ce que vous avez exploité comment dire, l'axe technologique pour produire cette chaleur? On a parlé d'induction tout à l'heure, c'en est un. On sait que le gaz, souvent, c'est par rayonnement ou convection. Donc là, c'est ma question, c'est que est-ce que vous avez remplacé un élément chauffant à gaz par convection, par un élément électrique par rayonnement, ou alors vous êtes resté en changeant la source d'énergie, mais en restant sur la même technique de chauffe? C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a une innovation qui a permis de franchir ce cap et qui a apporté quelque chose au-delà de consommer une énergie différente? Oula. Et ma question est claire? Pas trop, mais je vais essayer de répondre. Je peux la reformuler de manière plus simple. Non, mais si j'ai bien compris, vous voulez savoir le mode d'émission de chaleur des résistances? Non, je veux savoir si, tel que j'ai entendu, on utilise une source d'énergie qui est le gaz pour produire de l'énergie, pour produire de la chaleur. Tout à fait. Mais la chaleur, le but, c'est de la transférer sur la matière, sur le produit. Oui. On a parlé d'homogénéisation, mais si on utilise de l'air, on sait que l'efficacité n'est pas la même que par des sources rayonnantes ou l'induction. Donc ma question, c'est dans votre démarche, est-ce que vous avez fait des transferts de technologie pour gagner en efficacité énergétique, qui est le cœur du sujet, ou alors vous vous êtes pas contenté? Ce serait... mais est-ce que vous avez intégré ce levier de changer de technologie de chauffe, voilà, et pas seulement de changer de source énergétique. En clair, une résistance, ça peut être un rayonnement infrarouge court, long, enfin il y a plein de choses dans ce domaine-là qui permettent de gagner en efficacité énergétique. Est-ce que vous êtes allé jusque-là? Non. je sais pas répondre. Quelque part, ce qui me paraît important, là, quelque part, on a sur le slide la réponse. On a d'abord un four qui était essentiellement un four à gaz, et l'idée, c'est de dire, on fait une première étape qui consiste à dire, je vais mettre des résistances en lieu et place, enfin, pas en lieu et place, en lieu et place des brûleurs gaz quand je serai en mode chauffage électrique. Donc voilà la solution technologique qui a été mise en place avec cette idée de pouvoir le faire de façon hybride. Alors, comment est-ce que la chaleur est transmise depuis l'épingle jusqu'à la matière? Je ne sais pas si on a creusé le sujet. Je ne sais pas si Édouard Perrois qui s'occupe du sujet. Je ne sais pas si tu as des éléments de réponse plus spécifiques ou si c'est plutôt entre les mains des métallurgistes du JTEC. Édouard Perrois, qui est dans le projet, va apporter sa réponse et puis ensuite on verra à vous. Ouais. Oui, en effet. Donc sur les transferts thermiques à ces températures-là, de toute manière, c'est environ 80% de transfert qui est réalisé par rayonnement. Donc peu importe s'il y a une flamme et s'il y a des épingles, le transfert thermique est par rayonnement en premier sur la voûte, qui va ensuite se répercuter sur les produits. Ensuite, il y a en effet un petit peu de convection qui vient notamment de l'épuisement des fumées amont qui traversent le four. Et en électrifiant les premières zones, on va profiter de cet épuisement des fumées. Donc on va en effet avoir une efficacité énergétique à ce niveau-là. Et ensuite, le point sur les rendements. Alors le rendement de combustion du four, on doit être entre 70-80% au maximum, en fonction de la température de l'air de combustion, la température des fumées. Et les rendements électriques sont nettement meilleurs. On est plutôt de l'ordre de 98%. Donc en termes de pur équilibre, enfin bilan énergétique, on est meilleur. En revanche, un point à préciser peut-être qui est important, c'est qu'on ne peut pas faire appel à des C2E. Parce que pour le coup, l'énergie primaire, vous savez qu'on a un facteur environ 2 et quelques appliqué sur l'électricité, ce qui nous permet, pénalise ce transfert électrique par rapport au gaz. Je ne sais pas si je réponds un petit peu à votre question, mais après, en termes de rayonnement, c'est le rayonnement qui est basé sur la température de l'élément. Donc, la température de l'élément va monter environ à 1300 degrés, alors que les premières zones sont à 1070 degrés, à 1200 et maximum à 1200 degrés. Nous, effectivement, dans certains équipements, on est passé d'une énergie gaz à une énergie électrique. Mais on a accompagné par un mode de chauffe qui est différent. Effectivement, on a réduit la part de chauffe par convection
avec le gaz, où on a des rendements exécrables, j'ose pas dire les chiffres, des systèmes où on a effectivement par rayonnement, et là, le rendement énergétique, on le multiplie par 3, voire 4. Donc, c'est pas seulement passer du gaz à l'électricité, dans notre cas, mais ceci par l'innovation. À travers ce levier énergétique, on change la technologie de chauffe. Donc, en faisant de l'innovation, on peut booster le... Voilà. C'était pour vous témoigner de cette expérience. Oui. Non, en fait, je me suis parfaitement répondu. J'avais peut-être une petite question. La technologie en fait des résistances électriques qui sont utilisées, est-ce que ce sont des résistances avec fil nu en contact avec l'atmosphère ou blindées avec une couche de métal? Oui. C'est un des gros sujets liés à l'innovation d'usage, puisqu'on assemble des... En fait, a priori, ça n'a pas été fait mondialement. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé d'équivalent. Et la grande nouveauté, c'est d'intégrer ces éléments chauffants qui sont donc en disilicure de molybdène, qui sont une sorte de quartz. Enfin bon, peu importe, c'est de la fournisseur Cantal, qui est du groupe Sandvik, qui est vraiment leader dans le domaine. Et lui-même, qui est justement leader sur les fours électriques avec des résistances de chauffe, ne garantit pas la durée de vie pour le moment de ces épingles dans une atmosphère oxydante avec des produits de combustion. Et donc on a en ce moment là, on a des campagnes de tests par plan d'expérience qui sont in situ où on teste différentes nuances d'épingles avec des cyclages réguliers de chauffe électrique pour justement qualifier cette durée de vie des épingles qui est annoncée à 10 ans, mais potentiellement dans une atmosphère extrême comme l'est ce four-tunnel, voilà, doit être validé. Attends, il y avait une question au fond, madame, là, vous aviez levé la main, sauf si sur cette question des résistances, on a fini, je pense. Ouais. Oui, je peux vous laisser finir cette partie du projet qui est très, très intéressante et très importante quant à l'efficacité énergétique et l'efficacité technique. Moi, ma question porte sur une autre partie du projet qui parle, enfin, vous nous avez présenté l'hybridation et l'hybridation des énergies et la valorisation du CO2. Moi, je suis plutôt sur la partie distribution d'énergie, plus particulièrement de gaz neutre. Et je voulais savoir sur la partie sur votre projet, que représentent les énergies renouvelables, qu'elles soient élec, gaz ou autres, par rapport aux gains de CO2 que vous faites. L'efficacité énergétique est très importante pour les gains de CO2. Tout kilowattheure non consommé et qui apporte du rendement sur la production est primordial. Et maintenant, sur la partie énergétique, que représente la partie énergie renouvelable sur votre projet quant au gain de CO2? Alors... Oui, alors pour la partie gaz, on n'utilise pas de gaz renouvelable. Par contre, pour la future partie électrique, on travaille sur le sujet pour voir pour contractualiser des PPA notamment. Donc l'avantage du PPA, c'est que c'est l'électricité décarbonée. Et en plus, ça nous garantit un prix fixe d'électricité sur le long terme. Parce que c'est un contrat long terme avec un producteur d'électricité. Du coup, j'avais une question pour vous, mais en même temps, c'est pour cette forge. En fait, vous avez parlé des financements que vous avez eus, vous avez parlé de l'ADEME, en fait, je voudrais savoir quels sont les dispositifs auxquels vous avez fait appel précisément pour vos projets. Alors nous, dans notre cas, c'est l'appel à projet lié à la décarbonation de l'industrie. Sont éligibles les projets, donc les projets industriels pour les capex supérieurs à 3 millions d'euros. Voilà. Après, par contre,
La date de dépôt de dossier, elle a été dépassée, donc en octobre dernier. Mais je pense qu'il y a de grandes chances que le dispositif soit renouvelé. En effet, c'était l'appel qui s'appelait Décarbe Indus et qui est programmé avec plusieurs dates. Il y a d'autres dispositifs qui existent. Voilà, il y a les moyens de diffusion on peut en parler après si vous voulez. Donc moi j'avais une question, voilà, aussi bien pour Ugitech que pour Setforge. En fait, c'est ce processus d'électrification. Est-ce que il amène également des économies en termes de maintenance des systèmes? Parce que le fait de passer à l'électrique, ça peut aussi amener des économies sur l'entretien des systèmes de production. Alors, en ce qui concerne cette forge, très clairement oui, parce que la partie gaz et combustion, c'est un métier, un vrai métier, et ça nécessite d'avoir des compétences très pointues sur le réglage des brûleurs. C'est ce qu'on appelle la fumisterie, et on est toujours en train de comparer des fours les uns par rapport aux autres pour savoir le rendement de celui-là par rapport à l'autre et de trouver les réglages, la finesse des réglages. Donc, par rapport à l'électrique, c'est totalement différent. Donc oui, pour moi, en termes non seulement de réglage, d'utilisation, mais également de maintenance. Alors après, moi, je suis assez novice dans la partie électrique et pour répondre à la question, je ne connais pas la durée de vie des résistances électriques. Je la connais pas. Je connais celle des brûleurs, mais celle des résistances, je sais pas. Malgré tout, je pense qu'il est plus facile d'avoir en stock une résistance qu'un brûleur. Enfin, je parle en euros là, hein, je parle pas en mètres carrés, mais en euros. Et je pense que c'est plus facile. Mais oui, ça nécessitera forcément moins de compétences en termes de réglage, en termes de fumisterie que l'on peut avoir aujourd'hui. Alors, en fait, on est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Je crois que certains d'entre vous ont des rendez-vous B2B. Voilà, avant de clore, on peut quand même se prendre une dernière question s'il y en a une qui vous brûle les lèvres. Et sachez que par ailleurs, il y a voilà, les structures d'accompagnement, que ce soit l'agence, l'Alliance Alice, Tenerdis. On peut continuer à discuter de ces sujets dans d'autres cadres, des ateliers qu'on construit. Donc, n'hésitez pas à venir vers nous. Est-ce qu'il y a quand même une dernière question qui vous brûle les lèvres? Je veux faire juste une remarque. Enfin, c'est justement tout l'intérêt de cette démarche Alice, Tenerdis, que d'avoir des lieux d'échange entre industriels pour trouver des solutions technologiques, des cas pratiques. Vous avez un problème quelque part, vous avez un cadre, un contexte sur lequel vous allez pouvoir intervenir et puis parler à tel ou tel acteur. Et ça, c'est quelque chose d'important et Energypool, nous, on y tient beaucoup et on adore travailler avec ces dames à côté de nous parce que quelque part, ça répond à des besoins industriels très pratiques. Et cet événement-là, discuter avec cette forge que je connaissais pas et assez naturellement, on va trouver des solutions, quoi. Merci, ça correspond à la partie accompagnement à laquelle Emmanuel Schneider nous invitait tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là et d'écosystème régional. Merci à tous pour vos participations. Et puis, le programme continue. Je pense que vous avez tous les infos qui vont bien. Bon après-midi.